Dans ce nouveau chapitre s'ouvre donc la chasse aux vampires, sur les terres anglaises. Alors cette partie de chasse, qui sera assez résumée, assez rapidement évacuée par le film, va prendre plus de temps dans le livre en fait. Elle va être riche en péripéties, riche en rebondissements. Elle va prendre du temps, parce qu'il faut acculer le vampire, et ça ne se fait pas facilement. Et cette chasse va mener nos protagonistes jusqu'en Transylvanie. Mais ça, ils ne le savent pas encore. Donc comment ça se passe? Alors dans le livre, c'est le livre principalement qui développe cette partie. Dans le livre, les hommes font leur première sortie, donc une fois qu'ils se sont installés dans le sanatorium, donc à Carfax, et qu'ils ont ils croient avoir mis à l'abri Mina, ils vont faire leur première sortie donc pour l'abbaye de Carfax, donc l'abbaye qui est juste à côté, donc qui a été achetée par Dracula. Et sur place, donc ils vont bien trouver les caisses du comte, sauf qu'il y a 50 caisses qui ont quitté la Transylvanie. Sauf que là, ils n'en décomptent que 29. Il y a un problème, et donc ça, ils ne le savaient pas. Ils comprennent en fait que le comte a commencé à disperser ses caisses en Angleterre. Et donc, il va être important d'agir très vite pour intercepter ces caisses, pour éviter qu'ils ne puissent les mettre à l'abri de l'équipe. Mais avant cela, dans ce premier repère du comte, dans la maison de Carfax, ils vont se faire également attaquer par des rats. Alors ça peut paraître anecdotique, mais ça va nous révéler une des limites, notamment du pouvoir du comte. Parce qu'on verra que les rats vont être dispersés par des chiens, 2 petits chiens de Quincy Morris, et donc cela suffira à rompre le sortilège. C'est ça que ça nous apprend, c'est que le pouvoir de Dracula sur ces espèces animales inférieures, c'est le roman qui les présente comme ça, ce pouvoir n'est pas absolu, il peut être rompu. Van Helsing le dira très bien, ces affreuses bêtes qui sont aux ordres du comte n'obéissent pourtant pas à son pouvoir purement spirituel, car voyez, ces rats qui arrivent en grand nombre dès qu'il les appelle, comme du haut de son château il appelait les loups quand vous vouliez partir, Jonathan, ces rats sont enfuis dans la plus grande confusion, à la seule vue de chiens aussi petits que des terriers. Alors cette histoire de chien qui s'oppose aux manifestations du vampire, ça devient à force un running gag. Donc on se rappelle du chien à l'enterrement qui grognait, on se rappelle du chien que Dracula a dû égorger, et maintenant c'est 2 terriers qui dispersent les rats qu'il manipule. Alors ça prouve peut-être d'une part son manque de contrôle sur cet animal en particulier, mais on se rappelle aussi que c'est un poncif un peu du film d'horreur. Le chien sensible à l'horreur, le chien qui prévient, qui alerte de la présence de l'horreur. Bon, moi personnellement ça ne me choque pas. Les chiens sont après tout des animaux qui sont sensibles à l'approche de la tempête, au changement de pression dans l'atmosphère. Ça ne me semble pas déconnant d'imaginer que ces créatures maléfiques puissent avoir un effet, une action possible sur l'environnement dans lequel elles évoluent. Bon, ça recoupe aussi avec Swallow, on se rappelle, qui prédisait une tempête à l'approche de Dracula. Donc Swallow est un vieux loup de mer, c'est une sensibilité à un changement qu'il peut formuler. Les chiens, eux, pareil, réagiraient de la même façon à la présence de Dracula, pourquoi pas. Dracula, c'est un changement de pression atmosphérique similaire à une cellule orageuse, c'est tout. Alors, quand ils constatent qu'il manque effectivement des cercueils, dans le livre, je rappelle que la stratégie, c'est d'acculer Dracula. Donc, il va falloir repérer les cercueils manquants avant de frapper un grand coup, de tous les condamner, et condamner donc le vampire à un unique cercueil de repli. Dans le film, ils ne font pas ça. Dans le film, ils attaquent tout de suite. Dans le film, ils vont aussitôt contaminer, ou plutôt purifier, les cercueils qu'ils trouvent là dans l'abbaye. Ils procèdent assez facilement en mettant juste un morceau d'hostie dans les cercueils en question, ce qui les rend inutilisables ou impropres à abriter un vampire. Parce que maintenant, il y a le corps du Christ dans le cercueil. Le corps du Christ et le corps du vampire ne peuvent pas cohabiter. Dans le livre, ils sont, comme je l'ai dit tout à l'heure, un poil plus stratèges. Donc ils veulent d'abord repérer toutes les caisses, ça qu'il y en a 50, frapper l'ensemble d'un coup, à l'exception d'une caisse, et acculer ainsi le vampire en ne lui laissant qu'une unique échappatoire, ce qui scellerait son sort. Alors cette partie est vraiment propre au roman, où les hommes échauderont des plans pour découvrir les autres repères du comte. Alors c'est toute une enquête à force de demi-souverains distribués à des déménageurs assoiffés par-ci, par-là, en fait des déménageurs auxquels le comte a fait appel, donc il y a plein d'équipes, donc il faut trouver tous ces gens-là, il faut leur filer une petite pièce, il faut leur payer un coup, il faut les faire parler. Et on découvrira que Dracula aura réparti les caisses un peu partout, dans d'autres maisons. Et ce qui le sauvera, finalement, c'est qu'à un moment donné, il y a une dernière caisse qu'il aura déplacée tout seul. Quand il aura compris, alors un peu tard peut-être, mais qu'il n'a pas besoin d'aide, il n'a pas besoin de l'aide des déménageurs pour déplacer ses propres caisses. À un moment donné, il prend lui-même un cheval, un chariot, il charge sa caisse et il fait le déplacement tout seul. Le problème, c'est qu'il l'a fait trop tard. Entre-temps, il a utilisé des déménageurs. Ces déménageurs, on peut les trouver et quand on les trouve, on peut les faire parler. Voilà en fait comment l'équipe remonte la piste des cercueils. Alors c'est un peu con, je ne m'explique pas pourquoi Dracula n'y a pas pensé tout de suite. On se rappelle quand même qu'au château, il était venu lui-même chercher Jonathan, déguisé en cocher. Donc les chevaux, les calèches, tout ça, il connaît en fait. Donc c'est un peu bizarre qu'il n'ait pas pensé à faire le déplacement ici en Angleterre tout seul. Donc on a l'impression qu'en Angleterre, il doit retrouver une certaine confiance en lui, le mot n'est peut-être pas le plus juste, mais qu'il doit retrouver ses aises en fait avant de commencer à prendre les choses en main tout seul. Mais ça n'en est pas moins curieux quand même, qu'il ne se débrouille pas seul plus tôt dans la gestion de ses propres affaires. Alors par contre, pendant que les hommes chassent Dracula ne reste pas les bras croisés, donc Dracula lui aussi va contre-attaquer.
Parce que quand même, leur intrusion dans l'abbaye de Carfax ne passe pas inaperçue. Si Dracula a envoyé des rats, c'est qu'il sait qu'ils sont là, quelque part. Donc il protège son territoire. Il est au courant. Dans le film, c'est encore plus simple. On voit qu'il est au plafond, de toute façon. Il les voit. Il les voit pénétrer dans l'abbaye. Il sait qu'ils ont attaqué, donc lui aussi ne va pas rester les bras croisés. Dans le livre, toujours, c'est dès la première sortie des hommes qu'il contre-attaque. Donc il ne perd vraiment pas de temps. Ce qui se passe concrètement, c'est qu'on l'apprend dans le journal de Mina, c'est qu'au moment où les hommes partent, donc elle relate ce qui est en train de se dérouler à l'asile pendant ce temps-là. De la fenêtre de sa chambre, elle voit une brume s'approcher de l'asile. Alors c'est bien sûr Dracula qui s'approche. Et Renfield doit le ressentir car il se met dans des états terribles. Et quand Mina va retourner plus tard à la fenêtre, le brouillard est au contact avec la maison. Et Renfield est maintenant complètement fou. Il crie en fait. Il faut qu'un gardien vienne le calmer. Il faut qu'un gardien intervienne. Et on comprend que Dracula compte bien sûr influencer Renfield afin de gagner cette fameuse permission dont il a besoin pour pénétrer l'asile. Et la fumée finira effectivement par s'immiscer dans la chambre de Mina. Alors elle croit que c'est un rêve, elle voit cette fumée, cette brume qui commence à pénétrer dans la chambre, mais elle croit que c'est un rêve. Elle plonge donc dans une sorte de léthargie, c'est comme si elle était hypnotisée en fait, une fois que le comte pénètre dans sa chambre. Une fois que le comte est dans les lieux. Elle voit comme ça la fumée pénétrer dans l'interstice de la porte, elle voit une lumière rouge, la lumière rouge du regard du comte, d'ailleurs ça lui fait penser au regard du comte, et tout cela sans pouvoir réagir. Alors je ne m'explique pas forcément cette action du comte sur elle, car elle ne souffre pas de somnambulisme comme Lucie, donc ce n'est pas un hypnotisme à travers cet état-là. Il ne l'a jamais mordu à ce jour, donc on ne peut même pas parler d'une influence. C'est vraiment la première fois que Dracula pénètre dans ce lieu, et il arrive comme ça à la maintenir dans cet état léthargique, avant bien sûr de se servir. Et donc à partir de là, les visites de Dracula auprès de Mina seront régulières. Chaque nuit, il la suce un peu plus et personne ne s'en rend compte. Donc le jour, les hommes vont chasser pour déceler ses caisses, et la nuit, Dracula visite Mina en fait. Ils se croisent, les hommes sortent, Dracula rentre. Alors comment Mina, vraiment on peut se poser la question avec le brouillard qui rampe vers la maison, dans un rêve génial avec une lanterne qui se sépare en deux yeux pour donner un visage, Mina qui dort comme une planche le jour, qui pâlit à vue d'œil, comment tout cela n'a-t-il pu éveiller des soupçons? C'est vraiment un mystère. Et en plus, mais où va-t-il mordre Mina pour que ni son mari ni elle ne s'en rendent compte en fait? Sous le sein ou où est-ce qu'il la mord en fait? En plus ça doit être un endroit discret parce que Mina est au courant quand même. Elle sait pour les 2 traces de canines sur Lucie. Elle sait ce que cela veut dire en fait. Donc aussi discrète que soit la morsure sur sa personne, ça devrait lui mettre la puce à l'oreille quelque part. Et surtout pour elle qui a lu le journal de Jonathan. Enfin, c'est quand même incroyable en fait. Cette partie, je ne me l'explique pas. Les hommes mettent tout cela bien sûr sur le dos du souci, de l'inquiétude. Ils la voient pâlir, ils la voient changer. Mais ils se disent, elle doit se faire du souci. Et c'est qui, ironiquement, en plus, les conforte dans la décision qu'ils ont prise de la mettre de côté. Ils disent, voyez comment elle réagit. Vous imaginez en plus si on l'avait prise avec nous? Alors que non, c'est justement parce qu'il la laisse là qu'elle est en train de se vider de son sang. Et Mina, elle de son côté, ne va pas arranger les choses parce que du coup, se sentant faible, elle sait déjà le poids qui pèse sur le dos des hommes, qui sortent chasser du vampire quand même. C'est pas rien, c'est pas la galinette cendrée. Donc quand ils rentrent le soir, ou en journée en tout cas, quand ils viennent faire une pause, elle essaie de faire bonne figure. Parce qu'elle se dit que c'est de son devoir de ne surtout pas les inquiéter. Et donc ce qui a pour conséquence, quelque part, d'estomper les effets que les repas journaliers là, de Dracula ont sur elle, du coup. Parce qu'elle fait un effort pour bien paraître. Il est très important pour elle qu'elle tienne le rôle qu'elle s'est engagée à assurer. Quand ils rentrent, elle les réconforte et elle les distrait. Elle les distrait de leurs tâches. Elle leur parle de tout, sauf de la chasse qu'ils sont en train de faire, en fait. C'est son but. Donc quand ils rentrent à l'asile se restaurer, ils doivent trouver une Mina en bonne forme. Sauf qu'elle ne l'est pas, elle est devenue, depuis un moment, la cible du vampire. Le fait qu'elle ne le réalise pas, je ne sais pas. Il n'y a que l'hypnose pour l'expliquer. Ce qui est un des effets de Dracula, on le connaît encore une fois. Mais voilà, mais son emprise sur elle la première nuit, la maintenir comme ça, même 2 jours, sous un certain silence, j'ai du mal à me l'expliquer, ce n'est pas très clair. Et encore une fois, vraiment, le plus cynique dans tout ça, c'est que s'ils avaient gardé Mina avec eux, rien de ceci ne serait arrivé. C'est toujours ça en fait. Ils ont la fâcheuse tendance de sous-estimer Dracula dans leur chasse. Et c'est peut-être pour ça que finalement, la description que Van Helsing en avait faite au départ était pertinente quand il en parlait comme un animal. Ils ont peut-être l'impression de chasser un animal. Ce n'est pas un animal, c'est un humain qui est très futé, qui est intelligent. Alors, il ne nous a pas complètement démontré cette intelligence, mais au moins, il est capable de penser à une contre-offensive, lui aussi. Donc, c'est ce qui est en train de se passer. Ils ont laissé le Mina derrière, et donc, en fait, il s'en prend au maillon faible. C'est incroyable, il n'aurait pas pu juste choisir une meilleure base d'opération qu'un asile d'aliénés. Enfin, c'est quand même incroyable. Pourquoi squatter un asile? Ils ont quand même parmi eux un Lord Godalming, donc Arthur, qui est quand même plein aux as, qui vient d'hériter en plus de son père, de sa belle-mère. Il a toute cette fortune-là. Il y a de meilleurs châteaux forts à s'offrir pour monter leur expédition quand même qu'un asile de fous. Van Helsing leur a fait un topo sur la nature du vampire. Ils savent qu'une des meilleures protections dont ils disposent, c'est le fait que le vampire ne peut pénétrer dans un espace sans y être invité. Ils ont absolument besoin d'être dans un lieu avec des personnes averties.
Le fait qu'il soit là dans un asile, avec des gardes qui ne sont pas au courant de cette situation, donc des personnes non averties, et surtout qu'il y ait des aliénés, donc influençables, c'est une situation intenable en fait, et incompréhensible dans leur stratégie. Donc voilà, ils partent à la chasse aux vampires, mais on dirait que l'idée ne leur est pas venue, que le vampire pouvait lui aussi se mettre à chasser. Donc malgré le fait d'avoir perdu Lucie, ils prennent, j'ai l'impression encore une fois, le compte un peu à la légère, et ne prennent clairement pas assez de précautions. Et surtout la nuit. Qu'est-ce que ça coûterait de juste éventuellement calfeutrer les pièces, tout simplement, les pièces où ils dorment, ne serait-ce que ça. Donc on ne peut pas empêcher Dracula d'avoir accès aux aliénés, on ne peut pas empêcher Dracula de parler aux gardiens, mais on peut au moins faire en sorte que Dracula ne puisse pas pénétrer dans ces pièces-là, même s'il y est invité. Alors je ne sais pas quel est le cours de l'ail, mais clairement l'opération que Van Helsing avait opérée dans la chambre de Lucie, voilà, c'est ça qu'il fallait répéter. Mais dans toutes les chambres. Alors bien sûr, si Dracula a accès à Mina, on l'aura compris, c'est parce qu'il est passé par Renfield. Quelqu'un l'a invité, c'est quelqu'un, bien entendu, c'est Renfield. Alors Dracula lui a promis moult vermines dès le premier soir. Donc on se rappelle que Renfield aimait absorber la vie, pour augmenter sa vie. Donc de la vie ingérée pour avoir plus de vie en lui. Mais Renfield va avoir des remords en constatant la pâle mine de Mina. Et surtout en voyant un soir le sourire vorace du comte qui rentre par sa fenêtre comme s'il était chez lui. Donc en fait tout ça va contrarier Renfield. Il finit par comprendre ce qui se passe et il va tenter un soir de retenir le comte pour le salut de Mina. Il va s'en prendre physiquement au comte, au vampire en pleine nuit. Et il y arrive en plus, il arrive à empoigner Dracula dans sa fumée, dans sa brume là, et il le force à prendre corps et donc à devenir tangible. Donc Renfield, le fou allié bipolaire vampire wannabe, arrive à empoigner Dracula sous sa forme de vampire et à le mettre en difficulté en plus. Donc à un moment, ils se battent presque à égal parce que Renfield a une force d'aliéné en fait, une force de fou. Donc en fait, sa force est décuplée par sa folie. Comme ça qu'on le présente en tout cas. Donc il est très difficile à maîtriser. Donc ils sont presque à armes égales en termes de force en tout cas à ce moment-là, jusqu'au moment où Renfield croise le regard de Dracula. Donc ce regard brûlant. Et on se rappelle qu'il avait eu un effet sur Jonathan quand Jonathan avait ouvert son coffre pour essayer de le décapiter. Donc ce regard de Dracula peut avoir des effets sur les gens. Et quand Renfield croise ce regard, il se vide de ses forces. Donc c'est encore un autre des pouvoirs one-shot de Dracula qu'on découvre au fur et à mesure. Et donc à ce moment-là, il a perdu. Dracula l'empoigne et l'envoie très violemment à terre. Alors comment Renfield a pu empoigner du brouillard? On ne se l'explique pas. Mais toujours est-il qu'il part, en tout cas, qu'il décède sur ce moment épique. Les cris de Renfield attirent Van Helsing, Stewart, Maurice, Rollmood, pas les Harker qui dorment. Et donc c'est en étant au chevet de Renfield, donc cette fameuse nuit où Renfield donc s'est rebellé contre le comte, c'est au chevet de Renfield que l'équipe va apprendre que la nouvelle cible du comte c'est Mina. Donc c'est Renfield qui leur dévoile tout le poteau rose. Tout ça, bien sûr, c'est passé sous leur nez, vraiment, ils n'ont rien vu. Donc Renfield leur raconte tout depuis le premier soir où Dracula est venu le voir. Et j'aime bien parce que Renfield leur dit à un moment donné qu'il a essayé de les prévenir. En vain, il ne pouvait pas parler du comte à ce moment-là. Alors ça non plus, on ne sait pas pourquoi. Dans le film, au moins, il est lié au comte. On sait que Renfield est au service du comte après s'être rendu en Transylvanie et voilà, son silence est explicable. Il est devenu un peu la chose du comte. Mais ici, on ne peut qu'avancer encore une fois un pouvoir mental du comte sur Renfield comme il a pu l'avoir sur Mina. Mais voilà, ces pouvoirs commencent un peu à se démultiplier mais sans explication à chaque fois. Mais ça y est, ils ont enfin compris. Renfield a laissé Dracula entrer dans l'asile parce que Dracula lui a promis des vermines et Dracula est sans aucun doute en ce moment même en train de boire Mina. Donc l'équipe va s'armer, ils s'arment aussitôt et ils vont tous se précipiter devant la chambre des Harker. Et là, une fois devant la chambre, on a encore une scène surréaliste en fait. On a encore une scène où on se dit mais est-ce qu'ils comprennent contre quoi ils se battent en fait? Est-ce qu'ils comprennent la nature de cette chose? Cette scène est dingue, je vais la lire. Devant la porte des Harker, nous nous arrêtâmes. Allons-nous l'éveiller? Demanda Kinsey. Donc il parle de Mina. Oui, il le faut, répliqua Van Helsing. Si la porte est fermée à clé, nous l'enfoncerons. Mais cela ne va-t-il pas l'effrayer terriblement? Entrer de cette façon dans la chambre d'une dame, dit Kinsey avec le plus grand des sérieux. Il y a Dracula de l'autre côté de la porte, en train de bouffer Mina. Donc là, ils sont devant la porte. Donc ça, c'est la discussion qui tienne. Encore une fois, je rappelle juste le contexte. Et Van Helsing qui répond « Comme toujours, vous avez raison, mais il s'agit de vie ou de mort. Un médecin peut entrer dans toutes les chambres, quand et comme il veut. » Bon, alors c'est pas tout à fait vrai déjà. Et même si cela n'était pas vrai en général, en plus il la rajoute direct après. « Ça le serait pour moi ce soir. Peut-on les réveiller? Il y a Dracula... » Enfin, voilà, c'est pour ça en fait, c'est ça qui est incroyable quoi. Le danger que représente Dracula est souvent miné par l'histoire à cause de petites scénettes comme celle-ci. Où est la panique? Où est la crise d'angoisse? Où est la terreur? Où est l'incompréhension? Ils sont en train de se demander si ça se fait de rentrer dans la chambre d'une dame. Non en fait, ce n'est pas le moment. Enfin, la conclusion est quand même sensée, ils s'apprêtent malgré tout à pénétrer dans la chambre des époux. En redoutant ce qu'il risque d'y trouver. Alors je sais pas s'il redoute d'y trouver Dracula ou s'il redoute d'y trouver Mina toute nue quoi à ce moment-là. Alors cet arc que je viens de raconter dans le livre, donc qui débute avec l'ouverture de la chasse aux vampires jusqu'à cette fameuse confrontation qu'ils vont avoir dans la chambre des époux Harker, toute cette histoire va prendre une autre tangente dans le film. Mais on aboutit quand même à la même scène, on aboutit donc à cette confrontation dans la chambre. Mais on n'y arrive pas de la même façon et donc le dénouement ne peut pas être le même. Qu'est-ce qui se passe dans le film? En réalité, l'attaque de Dracula sur Mina dans le film va également aller très vite.
Donc c'est effectivement dès la première sortie des hommes. On se rappelle donc Dracula qui approche telle une brume là vers l'asile pour justement venir s'en prendre à Mina, dès la première sortie des hommes. Sauf que dans le film, quand Dracula pénètre dans l'asile, alors tandis que les hommes sont occupés à aller souiller donc son sanctuaire dans l'abbaye, la première chose qu'il fait, c'est qu'il va tuer Renfield. Là, tout de suite, aussitôt. Il le tue parce que Renfield a clairement tenté de déjouer ses plans, parce qu'à l'image du roman, quand Renfield voit Mina, il essaie de la protéger. Il essaie de dire des choses, même s'il ne peut pas tout dire, il essaie de la mettre en garde. Donc ça, Dracula ne lui pardonne pas. Et on réalise à ce moment-là que le Renfield du film n'a rien à voir avec le Renfield dans le livre. J'avais dit qu'on parlerait de Renfield, on va en parler maintenant. Le Renfield du film est quelque part une victime. Le Renfield du film s'est rendu en Transylvanie pour faire l'opération que Jonathan a eu à faire par la suite. Il est devenu fou, il s'est mis au service de Dracula, il a été renvoyé complètement fou en Angleterre, il a été mis à l'asile, et il était donc à partir de ce moment-là au service du comte. Il était complètement à sa botte, à sa merci. Et donc quand Dracula pénètre dans l'asile pour venir voir Mina, Renfield s'écrase de peur. Il s'écrase devant son maître, il supplie son pardon, et il finit par se faire éclater contre les barreaux comme une poupée en bois. Donc voilà, il est aussitôt tué par Dracula. Ce qui est une insulte à la mort épique du Renfield du livre, qui lui a empoigné le vampire quand même, faut le dire. C'est un exploit dont peu peuvent se vanter. Dracula tue Renfield pour trahison, pour avoir essayé de déjouer ses plans en tentant de prévenir l'attaque du comte. Et surtout en essayant de prévenir Mina, ce moment où Renfield demande à être renvoyé de l'asile de peur de causer du tort. Donc, en sachant que Renfield est la seule porte d'entrée de Dracula dans l'asile, c'est une façon de le condamner à ne plus voir Mina. Donc ça, Dracula ne lui pardonne pas. Donc ce personnage de Renfield dans le film n'a rien à voir avec celui qu'on nous présente dans le livre. Et à partir du moment où ce n'est pas le même personnage, il y a des omissions qui sont possibles, qui sont compréhensibles, mais qui sont vraiment regrettables. Par exemple, la scène de la négociation entre Dracula et Renfield. Donc vu que ce Renfield est à la botte de Dracula, Dracula n'a pas à négocier son entrée avec lui. Elle est acquise. D'ailleurs, on ne voit même pas la scène, mais on peut tout à fait l'entendre en fait. Ce Renfield, encore une fois, est vraiment à la merci et au service de Dracula. Alors que dans le livre, Dracula doit tenter Renfield, afin que celui-ci le fasse entrer. Et c'est un moment clé, c'est un Renfield mourant qui nous explique tout ça. Et déjà, c'est une des rares interventions parlées de Dracula à Londres, et surtout un de ces rares échanges qui nous est retranscrit. Dee incarnera à ce moment-là la figure du tentateur face à l'aliéné. C'est l'unique fois où il utilise ses pouvoirs pour corrompre la volonté d'un homme en lui promettant des choses. Ce pouvoir de tentation que je regrettais qu'on n'ait pas assez vu. D'offrir l'immortalité, d'offrir autre chose. Et donc Renfield nous raconte tout ça, donc il est sur le point de trépasser encore une fois, donc il va mourir, donc c'est vraiment presque une confession qu'il fait. C'est principalement Stewart et Van Helsing qui sont à son chevet, mais Kunse Morris et Arthur sont là aussi. Et donc ils vont tous se rendre compte au même moment de ce qui s'est manigancé sous leur nez. Donc je plante la scène, ça se passe dans la chambre de Renfield, ils ont été alertés qu'il avait été violemment blessé, et ils ont tous accouru. Et donc là, Renfield mourant se confie. Vite, docteur, vite, je vais mourir, il ne me reste que quelques minutes, je le sens. Et puis je retournerai vers la mort ou vers quelque chose de pis. Mouillez-moi encore les lèvres avec du brandy. J'ai quelque chose à dire avant de mourir ou avant que mon pauvre cerveau ne soit tout à fait anéanti. C'est ce soir-là, quand vous m'avez eu quitté, après que je vous avais supplié de me laisser partir, il m'était interdit de parler à ce moment-là. À part ce sentiment d'être obligé de me taire, j'étais aussi sain d'esprit que je le suis à présent. Donc je répète que Renfield n'a pas été mordu. Alors le contrôle de Dracula sur lui pour l'empêcher de parler, je ne le comprends pas trop. Renfield va mourir là en se libérant de Dracula et en parlant librement. Qu'est-ce qui l'en empêchait avant? Il ne pouvait encore être sous emprise, je le répète, tout au plus pouvait-il être tenu par une promesse ou par tentation. Voilà, mais bon. Après votre départ, j'ai souffert d'un désespoir atroce. Puis, tout à coup, le calme s'est fait en moi. Mon esprit retrouvait son équilibre et je compris où j'étais. J'entendis les chiens aboyer derrière notre maison, mais non pas où ils se trouvaient. Il sait où se trouve Dracula, quelque part. C'est alors qu'il est apparu à ma fenêtre, j'entendis les chiens aboyer derrière notre maison, mais non pas où ils se trouvaient. Si ce moment se passe en même temps que les hommes sont en train d'assiéger donc l'abbaye, enfin d'assiéger, d'aller visiter l'abbaye, là ce sont les terriers qui s'en prennent aux rats. Donc c'est à ce même moment que Dracula est en train de pourparler avec Renfield. C'est alors qu'il est apparu à ma fenêtre, entouré de brouillard ainsi que je l'avais déjà vu souvent auparavant. Donc voilà, il y a une vision comme ça de Renfield qui voit Dracula, mais Dracula qui n'est toujours pas rentré dans l'asile. Donc peut-être pour établir cette domination qu'il aura par la suite sur lui, peut-être. Mais cette fois, il n'avait rien d'un fantôme et ses yeux étaient effrayants comme ceux d'un homme en colère. Très certainement parce que les hommes sont présents dans son antre là à cette heure-ci. Et donc il sait que ces caisses, qu'elles sont perdues. Donc oui, Dracula a des raisons d'être en colère. Il riait de sa bouche rouge et quand il se retourna pour regarder par-delà les arbres, là où les chiens aboyaient, ses dents blanches et pointues brillèrent au clair de lune. Donc en fait, il rit jaune en fait. Il rit mais il est en colère en fait. Il est fou de rage en fait. Comment ces hommes osent s'attaquer à lui? On ne le dit pas dans cette scène mais on sait que c'est forcément en train de se passer en même temps. D'abord, je ne lui demandais pas d'entrer. Pourtant, je savais que c'était cela qu'il voulait. C'est toujours cela qu'il veut. Donc on voit ici un Renfield qui attend, qui fait face au vampire. Le vampire veut entrer. Il ne veut pas le demander comme ça, fais-moi entrer. Dracula ne s'abaisserait pas à faire ça. Donc sans doute encore une fois, c'est cette pression mentale qu'il peut exercer et ces messages qu'il peut faire passer dans la tête de Renfield. Il lui fait comprendre qu'il veut rentrer, mais Renfield attend. Il le fait attendre. Il fait attendre Dracula. On voit tout de suite cette différence avec le Renfield du film encore une fois. Ce n'est pas du tout son larbin. Pas du tout.
Et donc Dracula est obligé de proposer quelque chose. Mais alors, il s'est mis à me faire des promesses. Non pas des promesses en parole, mais en les réalisant à l'instant même. Ce qu'il promettait arrivait tout de suite, comme par exemple lorsqu'il a envoyé des mouches dans ma chambre quand le soleil brillait. Grosses mouches aux ailes brillantes et bleues, ou la nuit de grandes phalènes avec des têtes de mort et des tibias dessinés sur le dos. Donc ce travail de corruption de Dracula auprès de Renfield a commencé depuis un temps. C'est juste que Dracula ne s'est pas adressé directement à lui, mais a commencé à lui faire des présents. Bon, alors avait-il pressenti qu'il aurait besoin de cet aliéné en particulier pour pénétrer l'asile, parce qu'il aurait tôt ou tard à s'en prendre à ses résidents? Je l'ignore. Il s'est mis à murmurer. Des rats, des rats, des rats, des centaines, des milliers, des millions de rats, et donc autant de vies. Et des chiens pour les manger, et des chats aussi. Toutes ces vies, tout ce sang rouge et combien d'années de vie. Ce ne sont plus seulement des mouches bourdonnantes. Et là, Renfield se met à rire. Je ris franchement car je voulais voir de quoi il était capable. Donc, en plus, il se fout de sa gueule. C'est quand même génial. Enfin, il se fout pas de sa gueule. Il est content de ses promesses, mais voilà, t'es un beau parleur, tu m'intéresses, cause toujours. Maintenant, je veux voir ce que tu peux vraiment faire. C'est pas son égal, mais c'est incroyable, comme il lui tient tête. Alors, les chiens hurlèrent là-bas, derrière les grands arbres, dans sa maison. Donc, les choses se précisent là, ce qui est en train de se passer dans l'abbaye pour Dracula. Il doit en être d'autant plus irrité. Il me fit signe de m'approcher de la fenêtre. Je me levai et j'y allais. Il leva les mains comme s'il appelait quelque chose sans devoir prononcer la moindre parole. Une masse sombre s'étendit au-dessus de la pelouse, s'éleva vers nous sous la forme d'une gerbe de feu, puis il écarta le brouillard à droite et à gauche et j'aperçus des milliers de rats avec leurs yeux flamboyants, rouges flamboyants, semblables aux siens, mais plus petits. Donc il a des yeux de rat. Ces rats-là, ce sont les rats qui étaient dans l'abbaye, qui viennent de se faire bouter de l'abbaye par deux petits caniches, deux terriers, et maintenant Dracula les replie devant l'asile pour les montrer en offrande, pour les proposer à Renfield pour le tenter. Toutes ces vies, je vous les donne, et beaucoup d'autres encore, et beaucoup plus importantes. Elles seront toutes à vous à travers les siècles si vous tombez à genoux et m'adorez. Vous voyez, il ne dit pas « let me in », il ne dit pas « faites-moi entrer ». Il ne veut pas s'abaisser à ça. Il est en train de quémander sans vouloir quémander. C'est génial. Hein, j'aime beaucoup cet échange. On a un aliéné, on a un fou qui tient tête à Dracula. Et on sait en plus que ce fou plus tard va empoigner Dracula. Qu'est-ce qui reste de notre vampire? C'est incroyable. Alors bien sûr, Renfield cède. Alors un nuage rouge de la couleur de sang se forma devant mes yeux. Et avant même que je n'eusse conscience de ce que je faisais, j'ouvris la fenêtre et je lui dis « Entrez, Seigneur et Maître ». Donc on dirait quand même qu'il y a une sorte d'emprise à ce moment-là de Dracula sur lui. Donc cet écran rouge, c'est particulier, on dirait qu'il perd raison. Quand on comprend finalement les manipulations mentales que Dracula peut opérer sur certains, ça semble ne pas être étonnant. Donc Renfield a peut-être eu un moment de faiblesse devant cette promesse et c'est là que Dracula en a profité pour s'immiscer éventuellement dans sa tête. Je ne sais pas, mais je trouve que c'est fortement suggéré. Et donc dès qu'il donne cette autorisation, Dracula en vrai crevard, tous les rats avaient disparu, mais lui se glissa dans la chambre, bien que la fenêtre fût seulement entrouverte. Dès qu'il a ce qu'il voulait, il n'honore pas sa promesse déjà. Ça, on vient tout de suite de le remarquer. Donc, il disperse les rats. Et il rentre très vite. Donc, il était pressé en fait. Il n'attend même pas que ça soit ouvert, quoi. Il glisse, il rentre. Donc, je trouve que ça le rend vermine, je trouve. Donc, en plus, tout à l'heure, on a comparé ses yeux à des yeux de rat. Je trouve qu'il est ça, désormais, Dracula. À ce moment-là, il commence à devenir de plus en plus vermine. Par contre, ce que j'apprécie dans cet échange, c'est qu'enfin, Dracula essaie de tenter les humains. Donc, cette scène fait penser au conte des mille et une nuits avec ses djinns maléfiques, etc. Dracula, c'est le tentateur maléfique. Sauf que Dracula offre des rats et des mouches. Et c'est ce qui rend encore une fois sa posture de grand maître risible et pathétique à la fois. Il offre de la vie à foison, certes, mais en fait, ça reste de la vie de vermine. Et c'est pour ça qu'il est pitoyable. Il fait des promesses magnifiques, mais elles ne le sont pas en réalité. Et ce qui est incroyable, je trouve, c'est qu'à travers ce petit échange, on en apprend beaucoup sur Dracula. Il a peu d'interventions parlées, Dracula, quand il est à Londres. Le peu d'échanges qui nous sont retranscrits, c'est quand par exemple il va au zoo et qu'il échange avec les gardiens du zoo. Là, notamment quand il parle avec Renfield, plus tard quand il parlera, quand il va invectiver toute l'équipe de Van Helsing. Donc il a peu d'échanges comme ça. S'il y avait un échange à garder, ce serait vraiment celui-là. On apprend beaucoup de choses sur sa nature, on en apprend aussi beaucoup sur la relation de Renfield au comte. Et c'est une relation qui mérite vraiment qu'on s'y attarde, telle qu'elle est construite dans le livre du moins. Parce que c'est celle d'un amour à sens unique. Ce serait plutôt celle d'une adulation finalement. Et qui passe par différentes étapes. D'abord, on a la sensibilité de Renfield au mouvement du comte. Ça pose un peu question, on ne sait pas comment il fait. Mais Renfield sent la présence de Dracula dès que Dracula s'installe dans l'abbaye à côté. Donc dans le film, on sait qu'il est la chose du comte, on sait qu'il est son serviteur depuis son funeste voyage dans les Carpates, mais dans le livre, ce n'est pas clair. Un peu comme Swalz qui pressent sa propre mort d'ailleurs, ou Lucie qui ne se sent pas bien lorsqu'elle est assise pas loin de la tombe du suicidé, quand Dracula roupillait dedans d'ailleurs. Cette sensibilité, certains des personnages l'ont, certains des personnages ont cette sensibilité vis-à-vis de Dracula. Et la sensibilité de Renfield va très loin, c'est-à-dire qu'elle est indicatrice des mouvements de Dracula, c'est-à-dire quand Dracula part, quand il quitte l'abbaye pour aller chasser de la Lucie, Renfield se sentira abandonné. Donc, l'état de Renfield nous dit si Dracula part ou revient. Et vu que ces événements sont consignés par Stewart, vu qu'il s'intéresse, vu qu'il traite Renfield, et qu'il consigne justement ces moments où Renfield est morose et autres, ils arriveront à comprendre, en retraçant toutes ces histoires, à comprendre quand est-ce que Dracula sortait, quand est-ce qu'il revenait, à comprendre ses différentes actions, à comprendre ce qu'il a pu faire auprès de Lucie à Whitby. Quand je parlais tout à l'heure de l'importance des échanges d'informations. Donc,
Renfield, en se rendant compte qu'en fait que Dracula en a très peu à carrer de lui, concrètement, parce qu'il part, il vient comme il l'entend, il va se sentir abandonné. Et donc dans son obsession envers le comte, il va même finir par émuler le vampire à un moment. Il va tenter d'ailleurs de boire le sang de Stewart qu'il va attaquer dans sa cellule. Donc il va le faire saigner, il va essayer de laper le sang. Et quand on voit tout ça, on comprend en fait que Renfield, le Renfield du livre en tout cas, certes, il reconnaît en Dracula un maître de tout ce qu'il a voulu être, de tout ce qu'il a voulu faire. Et quand on voit tout ça, quand on voit tous ces échanges, quand on voit toute cette interaction, on saisit un peu mieux ce qu'est le Renfield du livre en fait. C'est comment il voit Dracula. Il le voit en fait comme un maître en tout ce qu'il a voulu être, en tout ce qu'il a voulu faire, tout simplement. Dracula, c'est absorber la vie pour avoir plus de vie. C'est ce que Renfield a toujours essayé de faire. Et là, il a trouvé quelqu'un qui en a le pouvoir, quelqu'un qui sait opérer cette magie. Et donc, c'est ce qui contraste avec le Renfield du film, qui est juste rendu fou et asservi par le comte. Et donc, toujours dans le livre, Renfield, dans sa folie et son obsession pour la vie, approche le problème presque de manière scientifique. Il a toute une démarche en fait. C'est juste que le précepte de départ n'est pas le bon. La vie ingérée par la vie qui donne de la vie, d'une certaine manière oui, il y a une allusion à la chaîne alimentaire, mais il y a un problème d'appréciation dès le départ. Dracula ne survit pas longtemps parce qu'il boit du sang, parce qu'il consomme de la vie. Le sang entretient une condition dans laquelle il se trouve déjà. Quelque chose en lui trouve dans les sangs des qualités nécessaires à son maintien. Sans doute d'absorber les âmes, je ne sais pas. Mais la réponse de l'immortalité de Dracula est en lui, pas dans le sang. D'autant qu'une des origines de ce mythe du vampire, c'est l'absorption de l'âme à travers le sang. On en a parlé tout à l'heure. Donc ce n'est pas le sang en soi, mais le sang transcendé ou transmuté. Et ça, ce secret-là, Dracula ne le partagera pas. Hein. On sait juste que sa transformation tient pour une grande part à son extraordinaire constitution d'origine, mais également à de la sorcellerie enseignée par le diable en personne. Enfin, l'histoire de Dracula est obscure et Dieu merci ne l'ont pas plus précisé que ça en fait. Il n'y a pas une formule quelque part qui attend Renfield pour qu'il puisse devenir un Dracula. Et d'ailleurs, Dracula parmi les vampires est un vampire exceptionnel. Van Helsing est le premier à reconnaître cela. Si un autre parmi les non-morts avait tenté une telle entreprise, celle de quitter les Carpates pour venir en Angleterre, tous les siècles qui furent et ceux qui seront n'y auraient peut-être pas suffi. Pour lui seul, donc pour Dracula, l'ensemble des forces de la nature, mystérieuses, profondes, efficaces, ont collaboré d'une façon presque miraculeuse. C'est ça qui a donné naissance à Dracula. L'endroit même où il a vécu, non mort depuis tous ces siècles, est plein de bizarreries géologiques et chimiques. De cavernes ténébreuses, de fissures qui vont on ne sait où, d'anciens volcans dont certains cratères laissent encore échapper des eaux aux propriétés étranges, des gaz qui tuent et qui vivifient. Il y a certainement quelque chose de magnétique ou d'électrique dans certaines combinaisons des forces occultes qui travaillent d'une manière surprenante au profit de la vie physique. Et en lui-même existait au départ certaines grandes qualités. Donc c'est la combinaison de tout ça qui a donné Dracula. Et pas que d'ailleurs. Dans une époque dure et guerrière, on le loua d'avoir des nerfs d'acier, un esprit subtil, un cœur plus brave que nul homme au monde. Un principe vital a curieusement trouvé en lui sa forme extrême. Ce courage, je pense qu'il faut l'avoir pour aller faire les cours qu'il a fait dans une école de sorcellerie pour apprendre auprès du diable. Et de même que son corps restait vigoureux, grand, robuste, tel était aussi son cerveau. Tout cela indépendamment de l'aide démoniaque qui lui est sûrement acquise, mais qui doit céder aux puissances qui viennent du bien. Dracula, c'est donc une rencontre extraordinaire, miraculeuse en fait. Un Dracula n'arrive pas juste comme ça. C'est une rencontre improbable entre une géographie particulière, un lieu particulier, un physique particulier, un mental particulier. C'est ça Dracula. Et bien sûr les leçons du diable. Hein. Donc Renfield partait tout simplement perdant sur sa piste. Et donc il ne lui restait qu'à adorer celui qui avait réussi. Le plus triste dans son adulation pour Dracula, c'est qu'elle n'en rencontre que la froideur du comte, qu'il ignore complètement. Dracula n'implique Renfield que quand il n'a plus le choix. Il ne lui parle pas des caisses quand il aménage sous son nez, parce que les déménageurs passent justement sous la fenêtre de Renfield. Il ne lui demande pas de ne pas gêner la distribution des caisses vers d'autres lieux, ce qui fait que Renfield, ignorant les plans du comte, hurlera et agressera même en fait des déménageurs à Carfax, en croyant qu'ils viennent lui prendre son maître, alors qu'ils ne font que disperser les caisses à travers Londres comme le souhaite le comte. C'est une scène qui fait d'ailleurs écho, curieusement, à quelque chose qu'on a déjà vu en fait. Renfield enfermé, hurlant sur les hommes qui aménagent le comte, ou qui déménagent le comte. Ça rappelle un peu Jonathan, à l'époque, enfermé dans le château. En fait, qui passait pour un fou lorsqu'il hurlait et demandait de l'aide aux tziganes qui déménageaient eux aussi le comte à ce moment-là. Sauf que là, dans ce cas-ci, en créant une altercation avec les déménageurs, Renfield va, en fait, à son insu, porter un coup fatal au plan du comte. Parce que si Renfield n'avait pas pété un câble avec les caisses, Stewart n'aurait pas obtenu les coordonnées des déménageurs suite à l'altercation entre ces derniers et Renfield. Donc le seul allié potentiel de Dracula à Londres, celui qui ne demande qu'à servir, le trahit malgré lui et sera un des motifs de la chute du comte. Donc malgré son premier élan d'adoration, Renfield c'est le Judas de Dracula. Et Dracula, on le réalise, est seul en fait. Il est seul, il est isolé, il n'utilise pas à bon escient du tout l'aide qui lui est disponible. Et ça aussi, ça sera sa chute. Il aura toujours agi ainsi. À l'époque de ses conquêtes, ce qu'il raconte, c'est que les paysans, la plèbe, étaient là pour le servir et mourir. Voilà. Ils n'ont pas à comprendre ou à partager ses plans, mais juste à exécuter. Il n'y a aucune empathie, aucune reconnaissance. Et donc à force,
Il faut quand même savoir que Renfield se retourne contre lui en partie parce qu'il n'honore pas sa promesse de livraison de bestioles en plus. Opération qui ne lui demande rien du tout. Mais Dracula ne peut pas être reconnaissant. Il ne doit rien à Renfield. Donc une fois qu'il a tenté, qu'il a obtenu ce qu'il voulait, il est passé à autre chose. Dès qu'il a eu l'invitation à entrer dans l'asile, il a méprisé sa part du deal parce que Dracula ne peut pas être redevable à un gueux, quoi, c'est pas possible. Et donc dans son mépris, il trahit Renfield. Donc déjà, ce qui vexe l'aliéné, qui était très fâché déjà. Et en plus, quand il voit Mina, pour qui il a une certaine affection, Renfield bascule en fait. Et c'est ce qui le retourne contre celui qu'il appelait maître jusqu'à-là. Et c'est comme ça qu'on aboutit à une scène où un forcené tente de combattre à main nue un vampire. Et il faut que je lise la scène. Toute la journée, j'ai attendu, croyant qu'il allait m'envoyer quelque chose. Mais non, rien. Pas même une mouche à viande, et quand la lune s'est levée, j'étais en colère contre lui. Qu'est-ce que ça coûte à Dracula d'envoyer une mouche à viande, une petite mouche à viande? Lorsque sans même frapper, il s'est glissé par la fenêtre, pourtant fermée, je fus pris d'une véritable fureur. Il ricana, ses yeux flamboyants dans le brouillard. On eût dit qu'il était chez lui et que moi je n'existais plus. Quand il passa à côté de moi, son odeur était tout autre qu'à d'habitude. Il me fut impossible de le retenir. Je pense qu'à ce moment, Madame Harker est entrée dans la chambre. Elle n'était plus la même. Je ne me doutais de sa présence qu'au moment où elle se mit à parler. Non, elle ne paraissait plus être la même. Je ne me sens pas attiré par les personnes pâles. J'aime les gens qui ont beaucoup de sang et elle semblait ne plus en avoir du tout. Ça ne m'avait pas frappé au moment même, mais une fois qu'elle fut sortie, je me mis à réfléchir et de penser qu'il lui avait sucé la vie. J'en devenais fou. Aussi, quand il est venu ce soir, je l'attendais. J'ai vu le brouillard s'approcher, entrer dans la chambre et je me suis préparé à l'empoigner, ce fameux brouillard. Il paraît que les fous ont une force surnaturelle et comme je sais que je suis fou, à certains moments tout au moins, j'ai décidé d'user de mon pouvoir. Et il le sentit lui aussi, car il a dû sortir du brouillard pour se battre avec moi. Je tenais bon et je pensais que j'allais l'emporter. Pour rien au monde, je n'aurais voulu qu'il s'attaquât encore à la vie de cette jeune femme. Quand mon regard rencontra ses yeux, il brûlait quelque chose en moi, ma force fondit, devint pareil à de l'eau. Il m'échappa et quand je voulus l'agripper à nouveau, il me souleva et me lança à terre. Un nuage rouge se forma devant moi, j'entendis comme un roulement de tonnerre, puis le brouillard sembla se dissiper et disparaître sous la porte. Donc Dracula lui a brisé le dos et s'en va sucer Mina. Donc quand même, Dracula, le maître vampire, avec tout ce qu'il a en sa possession, tout ce qu'il peut offrir pour tenir Renfield en servitude, finit par en venir au point dans un cachot avec un aliéné. Il faut vraiment imaginer 2 minutes la scène en fait, pour se rendre compte à quel point le vampire a été destitué de sa superbe. Un noble vampire qui germane suplexe un aliéné mal lavé à la bouche remplie de mouches. C'est ça Dracula, hein. On en est là en fait. Hein. Sa chute à Dracula, c'est sa solitude quelque part. Dracula n'a pas d'allié et c'est sa principale faiblesse, mais lui ne le voit pas. Mina, plus tard, en parlant de lui, parlera d'égoïsme, parce qu'avant, il avait une armée qu'il a utilisée comme des pions sur un échiquier, quitte à battre en retraite et revenir avec de nouvelles recrues. Et là, maintenant, il est isolé dans le temps et dans la société, en fait. Les vampiresses qu'il a sont de très mauvais serviteurs, on l'a vu. Elles sont égoïstes, désobéissantes, elles ont failli bouffer Jonathan alors que ça allait saboter tous ses plans, alors qu'il leur a formellement interdit. Et en Angleterre, le seul humain à sa botte l'est purement par égoïsme en fait. Renfield attend quelque chose en retour, clairement, l'immortalité, comme gage de sa fidélité. Et ça, Dracula ne veut pas lui donner. Sans doute parce qu'il n'ignore pas que les vampires sont finalement de très mauvais subalternes, mais du coup, à force, il est pris dans un cercle vicieux. Et pire, Dracula ne voit pas de problème à cette situation. Il aime bien être isolé, être seul et dans le noir. La perspective de finir dans une vieille bâtisse là à Carfax le faisait sourire, on se rappelle de ça. Sauf qu'il n'a pas compris. Il n'a pas compris que c'était également ça sa principale faiblesse. Il n'a pas d'allié. Donc toute cette réflexion sur sa nature, là, Dracula, dans ce rapport qu'il a établi avec Renfield, ça découle en partie de l'analyse de ce personnage, du personnage de Renfield, qui est sacrifié, malheureusement, comme je viens de le dire, dans la version du film. Son intervention dans les 2 histoires, que ce soit le film ou le livre, s'arrête là, mais on voit bien à quel point dans le livre, il nous a éclairci sur la nature du conte. Il est presque en miroir, j'en avais parlé, il est presque en miroir du conte, en fait. Là, il désire la même chose, il est juste né à la mauvaise époque. Parce qu'il n'y a plus d'école de sorcellerie où les diables donnent des cours particuliers, et pareil, il ne vit pas en Roumanie. Donc voilà, Dracula le tue et pénètre dans la chambre de Mina. Ça, c'est toujours dans le film. Elle le reconnaît comme son prince, donc il pénètre dans la chambre en tant que Vlad Tepes, pas comme Dracula, le monstre. Et il va lui faire sa révélation. Il lui révèle donc qui il est, tout simplement le vampire que ses amis cherchent à détruire. Et donc quand Mina comprend que son prince est en fait ce vampire, donc le même vampire qui a tué Lucie, eh bien elle est forcément bouleversée, extrêmement bouleversée. Mais pas assez pour résister à son désir d'être avec lui, pour vivre comme il vit. Ça va très vite en fait. Elle lui en veut, elle a de faibles coups qu'elle abat sur lui, tout en pleurant, on sent qu'elle est complètement déchirée en fait. Cet homme est à la fois son amour, mais aussi son pire bourreau. Il a tué sa meilleure amie, torturé son fiancé, et est aujourd'hui une menace à sa paisibilité dans son couple en fait. Elle est complètement déchirée entre vivre avec son mari ou tout simplement partir avec le prince. Tout aussi rapidement, elle va lui demander de l'emporter avec elle. Elle veut vivre comme lui, elle veut être comme lui. Et ça va trop vite. Où est passé l'amour pour Jonathan, qui l'a poussé à quitter son prince la première fois, quand ils étaient sur le point de consommer justement leur aventure?
On aurait dû sentir à un moment ou à un autre, depuis son retour, que son amour pour Jonathan s'est détérioré. Elle s'est précipitée à son chevet en apprenant son état, certainement sous l'emprise d'un souvenir d'amour de jeunesse, on pourrait dire. Mais une fois sur place, une fois qu'elle l'a retrouvé, une fois qu'ils se sont mariés, très vite en plus, elle n'a même pas eu à décider, parce qu'il était sur le point peut-être de mourir, elle est maintenant réduite à l'assister. Elle assiste un Jonathan malade, troublé, et reclus dans ses pensées. Donc elle est presque reléguée à un rôle d'infirmière finalement. Donc on peut comprendre que son amour juvénile ennuyeux se dissipe à force. Surtout quand elle se remémore la vitalité et les promesses charnelles du conte, quoi. Elle aurait dû chercher son prince du regard dans les rues, tout en tenant le bras d'un Jonathan affaibli, fatigué, reclus sur lui-même, afin qu'on perçoive cette déchirure dans son cœur. On l'a pas, ça. Donc très rapidement, Mina demande à Dracula de la transformer pour qu'elle puisse vivre à jamais à ses côtés. Comment s'exécute un tel changement, un tel bouleversement? Il faut nous le montrer, ça. Et donc Dracula s'exécute. Alors, d'abord, il boit le sang de Mina, c'est comme ça que ça commence. Il cède à cette première tentation à laquelle il avait réussi à résister au début, puis il s'ouvre une veine. Il s'ouvre une veine dans la poitrine et lui propose de boire, pour achever la transformation. Sauf que juste au moment où Mina s'apprête à boire, il va l'arrêter. Il l'arrête et il lui dit « Je t'aime trop pour te condamner ». Il sait ce qui attend Mina. Donc il est prêt à se sacrifier. Tout d'un coup, il est plus si sûr que juste pour vouloir vivre avec elle toute l'éternité, il est prêt à la condamner pour ça. Et donc finalement, il est réticent à l'idée de la transformer, il la prévient en fait des ténèbres qui l'attendent, de l'obscurité qui l'attend. Et c'est encore un autre moment de rédemption pour Dracula. Et on en revient à la plasticité du monstre dont on avait parlé au tout début, c'est-à-dire que le Dracula du film est un homme vampire, alors que le Dracula de Bram Stoker est un monstre vampire. Dans le film, il change au gré de ses émotions et de ses identités, qui sont multiples. Et il n'arrive donc jamais à une posture figée, contrairement au livre où il n'est que colère, manipulation et revanche en fait. Il est petit dans le livre. À l'image de Nosferatu, il est moche en fait, il est mauvais. Le Dracula de Coppola, lui, il adopte différentes formes suivant les occasions. Et ça correspond aussi à l'état dans lequel il est. Dès qu'il a un look traditionnel emblématique du vieux Dracula lorsqu'il accueille Jonathan, il est un peu décrépit, il est un peu oublié, il est un peu abandonné. Il a une allure londonienne plus jeune lorsqu'il cherche à charmer Mina, à la lumière du jour. Il a cette forme primitive de gourou-garou lorsqu'il viole Lucie sans raison. Non pas qu'il ait de raison de violer les gens, mais voilà, il la viole comme si c'est gratuit, quoi. Enfin, j'ai jamais compris, enfin bref. Il a une forme monstrueuse, là, imposante de chiropté-garou ou de chauve-souris-garou lorsqu'il va faire face à la team Van Helsing dans la chambre de Mina. Alors qu'on se rappelle qu'il ne voulait pas que Mina le voie transformer, mais là il assume cette transformation-là parce qu'il veut la protéger, il a peur, donc il en fait des caisses, quoi. Il compense un peu, donc il prend cette forme imposante de monstre, mais derrière ça trahit aussi une peur en fait, une colère, mais aussi qui étouffe une certaine peur. Et c'est pour ça qu'il est riche en émotions. Il peut être froid et cruel comme il l'a été avec Lucie, tout comme il peut être noble et aimant avec Mina. Il est contradictoire presque, nuancé mais contradictoire par moments. Alors que dans le livre, comme je l'ai dit, il est figé dans ce personnage monstrueux sous la façade d'un gentleman. Même si, il faut quand même le reconnaître, il y a une certaine subtilité dans ses traits. C'est-à-dire que Dracula, dans le livre, qui dort, affiche un visage qui montre donc dans son sommeil ce qu'il est vraiment, une créature hideuse. Il peut faire semblant. De nuit, par exemple, quand il accueille Jonathan, voilà, il peut mettre un certain visage pour tromper son interlocuteur, mais dans son sommeil, ce véritable visage remonte à la surface. C'est faux de dire qu'il est absolument figé. Même les vampiresses, finalement, se rappellent, coquettent un peu, taquinent, et puis petit à petit, en fait, elles se mettent à se lécher les babines, et là, elles commencent à se transformer. D'ailleurs, on sentait cette transformation, il y a quelque chose qui venait peser comme ça, qui venait s'abattre comme ça sur Jonathan, qui était là, allongé dans son fauteuil, qui ne bougeait plus, qui sentait qu'elle se rapprochait, qu'elle claquait des dents, qu'elle claquait de la langue, etc. Donc, elles sont pas si figées que ça. Il y a quand même cette étrangéité dont j'ai parlé tout à l'heure dans la figure du vampire, à la fois humain, animal, mais surtout étrange. Mais c'est très loin d'égaler en fait la richesse du Dracula dans le film, tout simplement. Donc revenons dans la chambre avec Mina. Dracula est sur le point de la transformer, donc il l'arrête. Et Mina, en fait, malgré les mises en garde, elle lui répond que non, en fait, qu'elle veut le rejoindre, tout simplement. Et donc, elle se met à le sucer goulûment. Donc, elle l'aime, on pourrait dire qu'elle l'aime, parce que là, elle donne son âme pour vivre cet amour. Même si, je le répète, ils n'ont pas assez montré son amour pour Jonathan s'éteindre peu à peu, mais bref. Cette scène est quand même impactante. Et c'est là qu'elle sort une réplique curieuse, ce qui est très mal trouvé. Elle lui dit « Take me away from death », amenez-moi loin de la mort. Sauf que Mina n'a jamais exprimé de crainte envers la mort, en fait. La seule mort dont elle peut parler, dont elle aurait dû parler, qu'on aurait dû voir, c'est la mort mentale qui l'attend dans son mariage avec Jonathan. Ce mariage fade dans lequel elle est enfermée, en fait, avec cet homme qui finalement ne la comprend pas, ne la saisit pas, ne la fait pas vibrer comme le conte l'a émoustillée, si on veut. Ça aurait marché. Amenez-moi loin de cette mort. Ça aurait marché. Sauf que, hélas, ce carcan que son amour de jeunesse s'est révélé être n'est pas démontré. Donc là, c'est vraiment une projection que je fais dans quelque chose que j'aurais apprécié voir dans le film. Et donc, tandis que Mina vide Dracula de son sang, donc au niveau de la poitrine, donc, elle y va vraiment goulûment. C'est quand même incroyable, c'est comme si ça avait bon goût.
Elle se serre à la source, vraiment. Et en fait, on voit que Dracula commence à s'affaiblir, commence à tomber un peu dans les pommes. Et Mina continue de boire à son sein toujours, hein, accrochée à son sein comme un petit animal affamé en fait. C'est une scène étrangement érotique et qui nous fait plus penser à une mise à mort qu'autre chose. On dirait presque pour accomplir sa transformation, pour devenir ce qu'elle désire être, Mina est obligée en fait d'absorber toute la vie présente dans le conte. On dirait vraiment qu'il va y passer quoi. On le sent faiblir, on le sent perdre connaissance. C'est là que Van Helsing et compagnie font irruption dans la pièce, donc il y a Jonathan avec eux cette fois-ci. Donc ils étaient tous partis donc souiller les caisses du comte, et de là ils reviennent, ils font irruption, comme s'ils étaient au courant qu'il se passait quelque chose. Alors on ne sait pas comment ils sont au courant, peut-être que le cadavre de Renfield a été découvert, on ne sait pas. Toujours est-il qu'ils font irruption dans la chambre, et Jonathan Harker est bien avec eux, donc il n'était pas dans la pièce. Ce qui a permis donc à Dracula et à Mina de tenir tout cet échange et de procéder ainsi à la transformation de Mina. Sauf que Dracula n'est plus là non plus, en fait. Van Helsing et les autres assistent à une scène étrange en réalité. En fait, Mina continue à orgasmer toute seule à genoux sur le lit. Elle continue à lécher un Dracula qui n'est plus là. C'est comme si elle en léchait la rémanence, quoi. Donc pour dire vraiment qu'elle est complètement dans sa transe en fait. Elle se rend même pas compte que le vampire n'est plus là. Et c'est là que Dracula apparaît brusquement en fait. Il est suspendu au plafond, la tête en bas, il est sous sa fameuse forme de chauve-souris géante et qu'il leur crie dessus. Il leur crie dessus plutôt que de leur arracher la tête. Parce que là, il les tenait quelque part. Là, il aurait pu faire une attaque surprise en réalité. Donc non, il apparaît, il hurle. Et Mina, toujours dans le fond, en train de faire de l'air tété dans le vide. Voilà. Dracula va déchaîner un vent terrible dans la pièce et Van Helsing va le tenir à distance grâce au crucifix. Et les autres hommes le tiennent en joue. Mina crie et Dracula, en fait, il est entre les hommes et Mina. C'est comme s'il protégeait Mina quelque part. Donc il est là, il est debout de toute sa stature et en fait il fulmine et il menace. Et quand il voit le crucifix de Van Helsing, ça le rend encore plus fou de rage. Parce que ça lui rappelle pas un très bon moment. Et il leur dit, sachez que vous ne me détruirez pas avec vos idoles. Et là il frappe du pied au sol. Et je sais pas, je crois qu'il crache ou il siffle et en fait la croix prend feu. La croix de Van Helsing prend feu et Van Helsing s'écroule. Donc s'il est capable de faire ça, sa crainte des objets sacrés, elle est à revoir quand même. Mais bon, ça c'est dans le film bien sûr, c'est pas dans le livre. C'est vrai que c'est spectaculaire à voir. Et Dracula commence un peu à raconter son histoire en fait. Cette croix, c'est comme si elle avait réveillé un traumatisme en réalité. Parce qu'il leur dit, moi qui ai servi la croix, moi qui commandais des nations des centaines d'années avant votre temps, vous osez m'insulter là, vous croyez me détruire en fait. Et là, Dracula essaie de les faire douter en fait. Il essaie de les mépriser, mais on réalise bien qu'il a peur d'eux quelque part. Il leur dit, moi qui ai servi la croix, moi qui commandais des nations des centaines d'années avant votre temps, donc quelque part, pauvre mortel, pour qui vous prenez-vous à croire, pouvoir me détruire, pouvoir m'attaquer. Sauf que là, il ne peut pas les attaquer justement. Sauf que là, il est tenu à distance. Là, c'est lui qui recule en plus. Donc en fait, il surcompense encore une fois. Donc en fait, il ne lui reste que ça, que le bravado, que crier, que hurler, que faire du bruit, que du spectacle. Le problème, c'est qu'en face, encore une fois, il a Van Helsing. Et Van Helsing, on ne l'intimide pas si facilement. Donc Van Helsing lui dit, vos armées furent vaincues. Vous avez torturé et empalé des innocents par milliers. Donc en fait, que Dracula est un monstre. Sauf que non, Dracula se battait pour l'église. Hein. Il faisait... Enfin, c'était la guerre, quoi, j'ai envie de dire. Parce que quand il dit vous avez torturé et empalé par milliers, la seule scène où on voit vraiment Dracula, l'action là-dedans, c'est dans ce conflit-là. Donc dans le film, c'était clairement pour défendre la christianité. Donc je sais pas moi, on lui reproche ça maintenant. Et Dracula lui répond d'ailleurs, il le dit ça, il dit votre Dieu m'a trahi. Regardez, voyez ce que votre Dieu a fait de moi. Et là il parle quand même de son corps monstrueux. Donc là, quelque part, Dracula prend pitié de lui-même en fait. Il se prend en exemple, il se présente comme une pauvre victime. C'est très curieux venant de Dracula quand même, de dire regardez ce qu'ils m'ont fait, regardez, on m'a trahi. Et cette faiblesse, on lui pardonne, parce qu'encore une fois, le Dracula dans le film, on l'a senti depuis le début. Sa transformation n'est pas la transformation vindicative que le premier a eue dans le livre. Ce n'est pas le monstre, encore une fois. C'est un homme qui s'est transformé par amour. Donc en fait, il y a une fragilité derrière tout ça en fait. Il est faillible, tout simplement. Et donc là, je trouve qu'il le prouve encore une fois quand il dit ça, quand il dit regardez ce qu'on m'a fait. Un monstre extraordinaire ne dirait jamais ça, quoi. Et là, Van Helsing lui répond, et je trouve qu'il lui répond mal, parce qu'il lui répond vous avez perdu votre guerre contre Dieu, vous devez payer pour vos crimes. Il répond pas à la question du tout là. C'est pas ce que Dracula dit. Il dit pas que j'ai fait une guerre contre votre Dieu. Non, il ne parle pas de la guerre contre Dieu, mais de la guerre qu'il a engagée pour Dieu au départ, et la malédiction qu'il a obtenue en récompense. C'est ça qu'il dit. En fait, on a presque l'impression que Dracula en appelle à leur bon sentiment pour qu'ils comprennent en fait qu'il est une victime dans cette histoire. Moi, je n'ai fait qu'essayer de servir ce Dieu que vous servez aussi. Mais vous voulez me détruire en son nom, mais sachez que je suis devenu ceci en son nom aussi, quelque part. Donc, qu'est-ce qui se passe là ? Sauf que le problème, c'est qu'en face, Van Helsing et les autres, ils font figure d'inquisiteurs, comme j'ai déjà dit. Et en fait, pour eux, ce qui compte, c'est la mission. La mission, elle est sacrée. Donc il faut exterminer le mal, et il ne faut surtout pas écouter ses arguments, parce qu'en fait, ce sont les arguments du démon, et voilà, il est là pour vous tromper, pour vous berner. Sauf que non, Dracula a de bons arguments, moi je trouve. On peut parler du sacrifice, on peut parler de ce qu'il doit, on peut parler du fait qu'est-ce que Dieu doit lui être redevable.
Si c'est un soldat de Dieu, Dracula, il doit accepter les épreuves qui lui sont envoyées dans la gueule quelque part. Donc il n'a pas à réclamer, de dû en réalité. C'est plus une réponse comme celle-là que Van Helsing aurait dû lui faire. C'est vous n'avez pas à questionner les décisions de Dieu. Si vous êtes le soldat de Dieu, vous devez faire preuve d'humilité aussi en fait. Ce n'est pas parce que tu as trucidé 200 000 Turcs qu'il te doit quoi que ce soit, c'est tout. Peut-être qu'il essaie de te dire qu'il fallait pas trucider 200 000 Turcs justement. Enfin. Et donc en fait, n'ayant plus d'arguments, Van Helsing va tout simplement l'asperger d'eau bénite. Alors par contre ça marche. Donc autant la croix ne marche pas, vu qu'il l'a fait fondre. Et d'ailleurs dans le film, il y a un autre moment d'ailleurs où les vampiresses ont fait fondre la croix de Jonathan. Donc en fait les croix ça marche pas tellement dans le film. Par contre l'eau bénite si. On a vraiment l'impression que ça fait très mal à Dracula, parce qu'il s'écroule. Jonathan en profite pour récupérer Mina. On voit bien que Dracula s'était interposé entre eux et Mina. Il essayait de défendre sa promise en fait, son Elisabetta, sauf que ce n'est pas Elisabetta, c'est Mina. Et là, Van Helsing, avec Dracula à terre cette fois-ci, donc c'est un retournement de situation, hein. Dans un premier temps, c'est Van Helsing qui est tombé, il s'est relevé, il a aspergé d'eau bénite, et maintenant c'est Dracula qui est à terre. Van Helsing lui dit, le Christ est avec nous. Il est littéralement avec eux, vu qu'ils viennent de l'asperger d'eau bénite. Le Christ est avec nous. Et Dracula ne répond pas à cela exactement, il ne répond pas à cette provocation, il ne répond pas comme s'il allait les confronter sur ce plan-là. Il accepte ça, il leur concède cela. Oui, le Christ est avec vous. Parce que ce qu'il répond en réalité, lui, ce qu'il dit, c'est elle est à présent ma promise, parce qu'il voit bien qu'ils sont en train d'emporter Mina. Donc lui, il se focalise que là-dessus. Quelque part, il est en train de leur dire que chacun a ce qui l'intéresse. Vous voulez le Christ, prenez-le, prenez votre Dieu, partez avec si vous voulez, mais moi, je veux juste ma promise. Et c'est très touchant quand il dit ça. Bien sûr, Jonathan ne l'entend pas de cette oreille, donc il crie non, elle n'est pas à vous en fait. Et là, il va pour tirer sur Dracula. Mina essaie de l'en empêcher parce qu'elle aussi, elle crie non. En fait, elle veut protéger cet homme, cette chose. Elle essaie d'intercepter, mais non, en fait, elle n'y arrive pas. Donc Jonathan tire sur Dracula. Et ces 2-3 mots, c'est génial, ça marche trop bien en fait. Le Christ est avec nous, oui, prenez-le votre Christ. Moi, ce que je veux, c'est elle. Et non, ça non plus, tu l'auras pas. Enfin, on le prend presque en pitié, Dracula. Moi, je le prenais en pitié. Vraiment, ce Dracula, il me faisait trop de peine en fait. Et donc, Dracula va perdre cette partie. Cette première confrontation, il la perd. Donc, il est clairement affaibli parce qu'en fait, la balle l'atteint. Et donc, en fait, ça établit une incompréhension, moi, je trouve, quant aux effets des objets religieux sur le vampire. On se rappelle que le premier contact de Dracula avec un chapelet, dans le livre, ça l'avait calmé. Ça ne l'a pas blessé, ça ne l'a pas tué, ça l'avait calmé. C'est le moment où il a été sur le point de sauter à la gorge de Jonathan. Et il touche le chapelet et là, il se calme. Dans le film, ils ont transformé ça en une scène beaucoup plus visuelle. Du coup, c'est plutôt la vue de la croix qui le calme. Ce n'est pas tellement le contact, c'est la vue dans le reflet du miroir. On se rappelle d'ailleurs que c'était assez théâtral parce qu'il me semble qu'il crache ou qu'il jure en se retirant à ce moment-là. Comme un félin, en fait, un peu. Sauf que cette fois, face à cette même croix, il se met en colère et peut d'une parole l'incinérer. Donc voilà, les épouses de Dracula avaient fait la même chose, elles avaient fait fondre la croix de Jonathan, mais est-ce que cela veut dire que les croix ne sont pas si efficaces que ça face aux vampires ? Enfin, c'est un peu curieux quand même. Par contre, ce qui semble vraiment l'affaiblir, c'est l'eau bénite. Et donc, quand Jonathan lui tire dessus, on est en pleine nuit, hein, il peut se faire vapeur s'il veut, on se rappelle du marin qui avait essayé de le poignarder, voilà, il est vapeur s'il veut, Dracula, donc on ne peut pas le toucher. Sauf que là, la balle fait mouche. Donc de deux choses une, en fait. Soit le don de sang à Mina l'a affaibli, parce qu'on l'a vu faible, il semblait défaillir en fait quand elle le vidait. Elle était en plein orgasme, lui il était en train de mourir en fait. Ou alors c'est tout simplement cette fameuse eau bénite, donc il a affaibli. Et donc là il va se transformer en cette masse de rats. Donc voilà, donc il y a comme une transmutation qui se passe. En fait son corps part pour laisser la place à un corps de rat. Ce corps de rat s'effondre et les rats se dispersent partout. Alors je ne pense pas qu'il se transforme en rat à proprement parler, mais plutôt que voilà, qu'il opère une sorte de téléportation. En tout cas Dracula n'est plus là, Dracula est parti. Voilà. Et donc maintenant qu'il est sorti de la scène, Mina est effondrée dans les bras de John. Elle est effondrée, elle est en larmes. Alors on ne sait pas si elle a de la peine pour cet homme, mais vu qu'elle dit « je suis impur, on se dit « merde, elle regrette déjà son choix, mais putain, mais ça fait même pas 2 minutes en fait. » Donc qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que c'est un effet du conte quand il est là, qui la pousse à vouloir être avec lui, à se transformer, mais dès qu'il est plus là, elle retourne... Qu'est-ce qu'elle veut en fait ? Est-ce que c'est parce qu'elle a vu sa forme bestiale ? Même pas parce qu'elle a essayé de le protéger quand Jonathan a essayé de lui tirer dessus. Je ne la suis pas moi, Mina. Et alors qu'elle répète en boucle « je suis impur, je suis impur ». Oui, t'as bu un vampire en fait. Et c'est pas ce qu'elle disait il y a 5 minutes hein, quand elle l'orgasmait sur le lit là en train de le sucer. Donc, que veut Mina putain ? Voilà, ils sont tous ébranlés. Au moins les autres pour une bonne raison. Ils savent que là, Mina est corrompue, ils sont chamboulés, je peux comprendre. Je ne comprends pas pourquoi Mina est dans cet état. J'aurais compris qu'elle soit triste de ne pouvoir être avec son prince. J'ai envie de dire, choisis quoi. Enfin, fais un choix à un moment donné, c'est bon en fait. Bon, bref. Alors dans le livre, je rappelle dans le livre, on s'est arrêté aussi devant la porte en fait. L'équipe est sur le point de pénétrer dans la chambre, sauf que dans la chambre, il y a le couple Harker. Devant la porte, il y a Van Helsing, Arthur, Quincy et John Stewart, mais dans la chambre, il y a le couple Harker. Donc ils étaient là en train d'hésiter à entrer ou pas. Finalement, ils vont entrer. On va voir que les deux scènes ne se déroulent pas exactement de la même façon. Alors dans le livre, lorsque Van Helsing, Stewart, Godalming et Maurice étaient au chevet de Renfield, donc mourant, qu'il racontait sa confrontation avec Dracula, c'est toute une autre scène en fait qui se déroule entre Dracula et Mina dans la chambre.
Et ça, c'est Mina qui nous le racontera plus tard dans son journal. Alors ce n'est pas du tout la même rencontre entre cette Mina-là et ce vampire-là. Elle nous dit « Je ne me suis pas réveillée quand Jonathan est venu se coucher, mais seulement plus tard pour m'apercevoir qu'il était étendu à côté de moi. Et le léger brouillard blanc flottait à nouveau dans la chambre, à nouveau. Donc elle voit tout le temps ce brouillard et ne se pose pas de questions. Soit. Quand je vous ferai lire ce que j'ai écrit, vous verrez que j'ai déjà parlé de ce brouillard. J'ai éprouvé cette peur assez vague que j'avais déjà ressentie et le sentiment d'une présence inconnue dans la chambre. Je me retournai pour éveiller Jonathan, mais en vain, je n'y parvins pas. Il dormait si profondément qu'on eût dit que c'était lui qui avait pris le soporifique et non pas moi. Cela m'épouvanta et je regardais tout autour de moi me demandant déjà ce qui allait m'arriver. Alors vraiment, je crus défaillir. À côté du lit, comme s'il venait de sortir du brouillard, ou plutôt comme si le brouillard qui à ce moment-là s'était complètement dissipé avait pris sa forme, se tenait un homme grand, maigre, tout habillé de noir. Je reconnus tout de suite, d'après les descriptions qu'on avait faites de lui, le visage couleur de cire, le long nez aquilin qui se détachait dans le clair de lune comme une fine ligne blanche. Les lèvres rouges entrouvertes et les dents pointues et blanches, et ses yeux flamboyants que j'avais l'impression d'avoir déjà vus quand le soleil couchant éclairait les vitraux de St. Mary Church à Whitby. Sur son front, je reconnaissais également la balafre rouge que lui avait faite Jonathan. J'aurais voulu crier, mais la peur me paralysait. Il en profita pour me dire, dans une sorte de murmure saccadé, cependant qu'il désignait Jonathan du doigt, « Silence, sinon c'est lui qui le payera, je lui écraserai le cerveau sous vos yeux. » Donc cette fois-ci, Dracula n'applique pas son emprise qui lui a déjà permis une fois de la rendre complètement léthargique. Donc cette fois-ci, c'est par la menace qu'il la tient au silence. Il fait ce qu'il veut. Hein. Silence, sinon c'est lui qui le payera, je lui écraserai le cerveau sous vos yeux. Donc c'est très révélateur du caractère de Dracula, en fait, d'utiliser l'amour de Mina pour John pour mieux la manipuler. Donc on se rappelle quand on parlait justement de son fameux terreau, en fait, et je trouvais que c'était ça. Son terreau privilégié, c'était la corruption de l'élan d'amour ultime, en fait. Donc Mina ne parlera pas. De toute façon, il dit, moins que jamais, je n'aurais eu la force de lui répondre quoi que ce fût, ou de faire le moindre geste. Il est tétanisé en fait, il a peur. Donc en souriant d'un air moqueur, il plaça sa main sur mon épaule et me serrant contre lui, me prit la gorge de l'autre main. « Et maintenant, fit-il, que mes efforts soient récompensés. » Quel effort? Il est juste rentré... Ah oui, il s'est battu contre Enfield, c'est vrai. Il s'est battu avec un fou juste avant. Que mes efforts soient récompensés. Mais c'est espèce de clochard. Allons, soyez calme, ce n'est pas la première fois ni la deuxième que le sang de vos veines aura apaisé ma soif. Oui, et j'aimerais bien savoir où est-ce qu'il l'a mort encore une fois. Le cuir chevelu, pour pas qu'il y ait des cheveux, voilà. On peut masquer les traces comme ça, éventuellement. Ouais, pourquoi pas. Mais mordre un crâne quand même, faut... Je me dis une Dracula qui ouvre grand la bouche comme ça pour mordre le crâne de... Ouais, super. Les aisselles, il y a les cheveux aussi. Bon, on va pas tous les faire, hein. Parce que l'autre idée que j'allais avoir là, il allait pas le faire non plus, mais bon, bref. Donc, et maintenant que mes efforts soient récompensés. Mais quels efforts en fait. C'est incroyable, ce vampire branleur là. Incroyable. Donc il commence à la boire, bien sûr. J'étais comme étourdi, et chose étrange, je n'avais nulle envie de m'opposer à son désir. Je suppose que c'est une des conséquences de l'horrible malédiction qui pèse sur ses victimes. Oh mon Dieu, ayez pitié de moi. C'est alors qu'il colla ses lèvres malodorantes sur ma gorge. Ah là, il pue de la gueule Dracula, je l'ai déjà dit. Ma force m'abandonnait de plus en plus, j'étais prête à m'évanouir. J'ignore combien de temps cela dura, mais il me semble qu'il se passa de longs moments avant qu'il ne retirât sa bouche odieuse de laquelle dégoulinait du sang frais. Il déboutonna le plastron de sa chemise et de ses longs ongles pointus s'ouvrit une veine de la poitrine. Lorsque le sang commença à jaillir, d'une main il saisit les deux miennes de façon à me rendre tout geste impossible, et de l'autre, il me prit la nuque et de force m'appliqua la bouche contre sa veine déchirée. Je devais donc soit étouffer, soit avaler un peu de... Elle s'essuya les lèvres comme pour les... Elle s'essuya les lèvres comme pour les laver de leur impureté. Donc là, c'est vraiment dit, quoi. On comprend à quoi s'occuper Dracula pendant tout ce temps où les hommes le traquaient. Et force est de constater que l'offensive du comte est assez curieuse, encore une fois, je le redis, mais une fois que Dracula a eu accès à Mina, dès la première sortie des hommes, il l'a sucé régulièrement, journalièrement, hebdomadairement, à petite dose, plutôt que de juste la tuer pour se venger. Concrètement, c'est plus alimentaire qu'érotique de prime abord, son rapport à ses victimes. Tout comme pour Lucie. Et là, il bouffe et il s'en va, c'est tout. Mais pourquoi par multiples suçons? Je ne me l'explique pas. Autant chez Lucie, il pouvait prendre son temps, mais là, clairement, il a compris que ces hommes, et donc cette femme avec eux, essaient de lui nuire. Donc, le fait de réduire leur nombre, c'est la moindre des choses, en fait. Alors, vu son caractère, on peut se l'expliquer. Parce que sans doute par orgueil, dans son orgueil blessé, son désir de revanche prend la forme vicieuse du désir de tourmenter ses ennemis. Et la mort, ça serait trop rapide, trop doux. Donc, il peut désirer les blesser plus profondément, en condamnant la femme qu'ils aiment à devenir vampire, en leur faisant comprendre qu'elle le rejoindra dans son cercueil tôt ou tard, ou qu'elle l'accueillera dans le sien quand il en exprimera le besoin. Cette menace est dans la continuité de ce qu'on l'a vu exercer sur Lucie. Dracula, qui appelait Lucie à venir à lui, démontrait son pouvoir sur ses victimes après une première morsure. Quoique c'est plus compliqué parce que c'est vrai qu'on ne sait pas dans quelle mesure son état somnambule participait, mais bref, imaginons. Alors par contre, il y aurait toutefois une transformation différente entre Lucie et Mina. Mina ne passerait pas par la case morte avant de ressusciter en vampire, en non morte. Corrompue par le comte en son sang, elle va mener une vie de terreur, se sachant profondément contaminée et son âme condamnée d'avance.
dans la vie ou dans la mort. Elle ne peut pas mettre fin à ses jours, ce serait damner son âme par le suicide, et Van Helsing et les autres ne peuvent pas non plus la décapiter vivante, ce serait un meurtre cruel, parce qu'elle est innocente finalement. Elle n'est toujours pas transformée. Donc ça c'est une revanche mesquine, terrible, ça marche ça. Ils sont obligés d'assister impuissants à sa métamorphose, et dont on verra les étapes au fur et à mesure en plus d'ailleurs. Donc elle deviendrait vampire sans passer par une mort naturelle, alors que c'est la mort qui a activé la malédiction de non-mort chez Lucy. Donc voilà, il y a une différence de transformation chez ces deux personnes, chez ces deux entités. Le sort qui attend Mina, de par sa singularité, souligne en fait les différents états de cette condition de vampire. Et en fait, elle met en évidence l'ambiguïté même de la nature du conte. Il y a différentes sortes de vampires dans cette histoire, on se rend compte de cela. Lucy, c'était la non-mort classique, undead, sur le seuil, morte sans pouvoir mourir, une aberration, une contradiction sur pattes. Le conte, lui, en fait, il est peut-être jamais mort. Lucy trépasse et revient non pas à la vie, mais à la non-mort. Le conte est plutôt celui qui ne meurt pas, mais qui ne vit pas non plus. En fait, Dracula, ça ne serait pas le mort-vivant, mais le non-mourant. Ça s'accorde mieux avec lui, ça. C'est ce qu'il est dans le film. Il se transforme de son vivant, en reniant Dieu et en embrassant les ténèbres. Dans le livre non plus, il n'est jamais fait explicitement mention de sa mort, même si on sait qu'il a un cercueil qui tourne dans son château. Donc Lucy, la mort-vivante, Dracula, le non-mourant, et Mina, elle, serait la non-vivante quelque part. Parce qu'elle transite en fait. Elle est comme ça suspendue dans un état condamné. Elle attend de mourir pour revenir transformée. Et ça, c'est peut-être la pire punition que le comte pouvait infliger au moral de l'équipe. Alors tout cela n'explique quand même pas pourquoi boire Mina par petites doses tous les soirs. La transformation de Mina se fait en une sorte de buvée ceci et mon sang. Donc ça va très vite. Quand Dracula la force à boire son propre sang, pourquoi ne pas commencer directement par ça? On voit que le film est allé droit au but sur ce point. Et pareil, on ne comprend pas pourquoi le livre prend autant de temps à le faire.